Bien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Christophe Martin Brisset de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. On va s'endormir. Pas trop sombre, s'il vous plaît. Ouais. Non, mais c'est bien comme ça. Très bien. Surtout, c'est au niveau de la vidéo pour nous dire si c'est OK. Tu me donnes le top, Nicolas, je recommence. C'est Laurent. Pardon. Non, c'est Laurent. Ouais, c'est bon. OK, très bien. Bonjour à tous. Donc, Christophe Martin Brisset de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous pour cette nouvelle édition des Astrociel, de l'Astrociel, sur un nouveau site. Donc, effectivement, on va parler de la thématique qui nous concerne tous en tant qu'astronomes amateurs, mais aussi en tant que citoyens, c'est-à-dire le thème de la qualité de la nuit, de la pollution lumineuse. Et effectivement, par introduction, on peut très bien voir sur cette carte de France la répartition des communes. Et je vous ai présenté la commune, la ville de Paris, donc la plus grosse zone, une des plus grosses zones de pollution lumineuse de France. Alors nous, on a édité des cartes effectivement de qualité de la nuit qui se basent sur l'échelle de Bortle. Donc l'échelle de Bortle, c'est une échelle qui vous donne le niveau de seuil d'obscurité. Et effectivement, on voit l'emplacement, nous étions précédemment donc à Val-de-Rôme, et puis donc maintenant à Langeols, dans le département du Gard, ici. Et ces deux sites sont effectivement dans des zones de bonne noirceur, donc de code d'échelle de à peu près au minimum de 1, 1,5, 2 sur 9, donc c'est quand même très intéressant, mais on voit qu'il y a des petites variations par rapport à l'altitude. Alors, qu'est-ce que c'est que la NPCN? Donc, c'est une association qui a été créée au siècle dernier. On vient de fêter les 25 ans en septembre. Donc, c'est une association de bénévoles qui regroupe des individuels, des associations, bien sûr, des particuliers, des communes, des clubs d'astronomie. On a à peu près un réseau d'une quarantaine de correspondants sur les départements. Ça permet d'être en relation avec les élus, les Comcom, les parcs nationaux. Et on a des partenaires. Donc, nos différents partenaires, effectivement, je peux vous citer les plus importants, le ministère de l'Environnement, l'Office français de la biodiversité, l'Association des maires de France, la Ligue de la protection des oiseaux. On édite un bulletin et aussi on développe des stands qui permettent de communiquer sur la thématique de la pollution lumineuse, de la qualité de la nuit en direction du public, comme on a pu faire et comme on continuera de faire ces prochains jours lors des rencontres. Et surtout, effectivement, c'est je vous parlerai tout à l'heure du concours des villes et villages étoilés qu'on a créé en 2009 dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. Et là, cette année, on a lancé la nouvelle édition, la 9e, en 2024. Alors bon, la pollution lumineuse, vous savez, c'est l'excès de lumière dans l'environnement, la lumière qui est envoyée vers le ciel, vers l'habitat, donc c'est les nuisances lumineuses, et aussi la lumière qui est injectée au niveau des espèces nocturnes. Donc là, on a une dégradation de la biodiversité nocturne. Donc là, je vais vous en parler juste après. Et l'homme fait partie de la biodiversité, et nous aussi, nous sommes impactés, comme on le verra au niveau de la santé. Alors on peut très bien voir l'évolution de la qualité de la nuit en quelques dizaines d'années, en cinquantaine d'années. La bascule s'est faite juste après-guerre, où là, il y a eu un étalement urbain avec beaucoup de constructions et de plus en plus de points lumineux. On est arrivé à peu près entre 11, pratiquement 12 millions de points lumineux en France, rien qu'en France. Donc quand même, c'est assez important. Et on voit très bien un ciel, un même site qui est passé d'un ciel rural, donc les images qui sont à gauche, le même site en 1950 et puis au début du 20e siècle, au début des années 2000. Donc le même site. Et typiquement, le paysage nocturne français, dans les zones urbaines, eh bien on voit ces halos, on essaie de s'extraire des communes, et au loin, on pense avoir un ciel de qualité. Eh bien non, finalement, on a des halos lumineux. Typiquement, si vous allez l'île de Ré, l'île d'Oléron, vous avez un très beau ciel la journée, très très bleu, sympa, puis finalement la nuit, c'est un ciel orangé, parce qu'il y a encore beaucoup de pollution lumineuse. Ou alors, il faut attendre la phase qui nous intéresse, nous, c'est-à-dire la phase d'extinction nocturne. Voilà, alors des images satellites qui montrent bien l'évolution, tout à fait, entre 1992 et puis maintenant. Voilà, donc les codes couleurs, rouge, bleu, c'est en phase évolution, augmentation du nombre de points lumineux, et bleu, baisse. Alors c'est selon soit les conflits, soit l'augmentation de la population,
Mais je vais vous montrer des images encore plus intéressantes juste après. Alors, les aspects de la qualité des nuits, de la pollution lumineuse, plusieurs aspects. Financiers, biodiversité, bien sûr, santé humaine, voilà. Et on le voit très bien, surtout la partie biodiversité, qui intéresse de plus en plus de monde, puisqu'il y a la création des trames vertes et bleues, et nocturnes maintenant, et il y a beaucoup d'espèces qui, elles, sont, qui ont un besoin vital de la nuit. Donc tous ces papillons nocturnes, pour certains qui ont disparu, hein. Trouver des grands ponts de nuit, ça devient une gageure actuellement. Voilà, les hérissons, il y a beaucoup d'espèces, même maintenant, qui s'adaptent suite à la pression humaine diurne, qui deviennent crépusculaires ou nocturnes. Voilà, il y a des animaux qui ont fui la partie jour. Et on voit aussi l'impact que ça représente sur la flore. Hein, on voit bien sur les images en bas à droite, puis il y a les arbres, leurs feuilles tombent après, parce que ils pensent que c'est encore l'été, alors qu'il y a l'éclairage qui est juste à côté. Alors que les feuilles à l'opposé sont tombées. Là, on voit très bien sur cette image, là, c'est un faisceau lumineux qui était injecté pour éclairer une statue qui est ici. Donc, il y a le faisceau passé, et dans la zone du faisceau, les feuilles sont restées, bon, bien sûr, elles sont tombées une semaine plus tard, mais elles ont mis une semaine de plus. Donc, l'arbre est impacté. Et bien sûr, les chauves-souris, les chouettes, tous les rapaces nocturnes sont perturbés, les batraciens sont perturbés par l'excès de lumière, la pollution lumineuse. Alors nous, au niveau de l'homme, effectivement, vous savez, il y a un cycle naturel. Hein, le cerveau va créer la mélatonine, l'hormone du sommeil, et à l'inverse, le matin, le cortisol qui permet de vous doper, vous réveiller, puisque effectivement, il y a ces hormones. Et on voit très bien les cycles hormonaux. Quand on a une sensation d'endormissement le soir, c'est normal. C'est au niveau du 21h à peu près. Alors là, c'est compliqué, parce que pour les astronomes, il va falloir résister. Donc, et pour d'autres, ils vont utiliser justement des lumières bleues pour inhiber la sécrétion de la mélatonine, pour éviter l'endormissement. Donc, c'est un facteur santé. Donc, effectivement, les appartements qui sont, pollués par des nuisances lumineuses, par des lumières excessives, mal dirigées, qui rentrent dans les chambres à coucher, ça, c'est quand même un problème de société, un problème de santé humaine et un problème de qualité de la nuit. Là, franchement, une nuit dégradée. Alors, voilà, comme je vous dis, on parle des trames noires, hein, ça c'est tout à fait développé par l'Office français de la biodiversité, qui est un de nos partenaires maintenant, dans le cadre du label des villes et villages étoilés. Sur les papillons, si je fais un petit focus sur les papillons, finalement, il y a à peu près 3500 espèces de papillons nocturnes, alors qu'il n'y en a à peine que 200 diurnes. Donc on voit que les papillons, les insectes et ce type de taxons se sont adaptés à l'obscurité pour justement se protéger de leurs prédateurs et aussi de la chaleur. Hein. Puisque la journée, dans certaines régions du monde, il faut mieux vivre la nuit qu'en pleine journée dans le désert, par exemple, enfin dans les zones semi-arides. Il faut mieux vivre la nuit, c'est plus vivable. Alors, les rythmes circadiens, ça on en a parlé. La lumière participe à la fragmentation des habitats. Il faut bien imaginer, quand vous avez une route qui n'est pas éclairée, mais si on rajoute de l'éclairage public, un éclairage routier, et ça va devenir une zone infranchissable pour les espèces qui vont voir leur habitat se fragmenter et vont pas pouvoir se déplacer, donc pas pouvoir se reproduire ou migrer ou se nourrir. Donc à la fin, on a un appauvrissement des espèces. Et puis nous aussi, les humains, ça nous perturbe. Alors après, effectivement, il y a un petit groupe d'humains particuliers, c'est ce qu'on appelle les astronomes amateurs ou professionnels, et eux, là, ils sont aussi impactés. Donc on peut dire globalement que la lumière artificielle, elle est apparue sur Terre en à peine 50 ans, une centaine d'années, à peine. Et la vie sur Terre existe pratiquement dès le début de la formation du système solaire, enfin très rapidement, une fois que la Terre était habitable, la vie s'est adaptée aux nouvelles conditions et nous avons une alternance jour-nuit automatique. Donc il y a des espèces qui sont devenues systématiquement nocturnes et d'autres diurnes. Voilà. Et donc, en à peine un quart de siècle, on a chamboulé complètement les écosystèmes. Alors, on a quand même, je vais aborder les aspects techniques de l'éclairage. On a présenté les matériels corrects et surtout les matériels inadaptés et interdits maintenant pour certains.
Donc là, on a des visions de matériel à bannir, et d'ailleurs qui sont complètement interdits dans le cadre de l'arrêté ministériel de 2018, du 27 décembre 2018. Donc tous les matériels où les sources sont apparentes et qui diffusent vers le haut, c'est-à-dire ce qu'on voit en bas à gauche. Voilà, vous voyez là très bien, vous imaginez que si c'est des habitations, des chambres à coucher, ben on voit très bien que les parties là sont parfaitement éclairées du fait de la diffusion à 45 degrés vers le haut. Donc ça, c'est interdit. On n'a plus, dans le cadre de l'arrêté, on n'a plus d'autorisation à installer des matériels qui vont émettre vers le ciel. On doit avoir un cône d'émission vers la surface utile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la direction des flux, l'ULOR. C'est un des critères de l'éclairage. Il n'y a pas que celui-là, mais c'est un des critères importants. Et on voit très bien, bon, des bons matériels, effectivement, c'est les matériels qu'on voit en bas à droite, où la source est bien encastrée et qui va canaliser la lumière vers le bas. Alors on ne parle pas de la technologie, ça peut être des ampoules à sodium haute pression ou des LED, mais peu importe, l'essentiel c'est d'éclairer vers le sol. Voilà, on a un zoom sur cette tête de type lanterne, où là, effectivement, c'est une platine LED qui est installée, mais qui va forcer l'éclairage vers le bas. Et aussi, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de surface vitrée qui va limiter les frais de maintenance. Donc, c'est un des aspects pratiques aussi de limiter les coûts d'entretien. Voilà, donc si on schématise, on a la lumière utile, les nuisances lumineuses et la pollution lumineuse. Donc, la lumière utile, c'est la lumière qui va vers le bas, vers la zone à éclairer. Comme la lumière ne s'arrête pas au sol, elle rebondit. Donc on crée la lumière par réflexion, que nous, en tant qu'utilisateurs, on va permettre de bien détecter le trottoir, la route, pour pouvoir se déplacer. Après, nous avons les lumières à l'horizontale qui vont être intrusives, donc typiquement dans les salons, les chambres à coucher, et les lumières qui, elles, partent directement vers le ciel. Donc là, c'est de la pollution lumineuse aussi. Alors, si on peut schématiser, on va du très mauvais au meilleur, au réglementaire, si on peut dire. C'est-à-dire, c'est le petit schéma qui est en haut. Voilà, donc là, typiquement, c'est la boule lumineuse ou le tube lumineux. Et ensuite, on a les matériels qui sont ULOR 0 et après ceux qui sont encore mieux canalisés. Alors, ce type de matériel, type boule lumineuse ou tube lumineux, là, on a une vision à 180 degrés depuis le pic du Midi sur la plaine de Toulouse, enfin la zone Tarbes-Toulouse, et on voit très bien les halos lumineux générés par Toulouse, et on a même des zones ponctuelles distinctement. Donc c'est-à-dire que la lumière monte vers l'observatoire. Donc quand le ciel est couvert, ça éclaire les nuages par en dessous, mais même en étant ciel dégagé, on arrive à éclairer l'observatoire jusqu'à plus de 2000 mètres d'altitude sans problème. Donc vous voyez une simple source lumineuse peut injecter son faisceau jusqu'à très loin, on peut l'avoir à une forte distance. Alors, pour remédier effectivement aux nouvelles, enfin, pour s'adapter aux nouvelles règles de l'arrêté ministériel, il y a des communautés de communes qui ont mis en place des schémas directeurs d'aménagement lumière, ce qu'on appelle les SDAL, ou des atlas de la biodiversité communale, ou encore des plans paysages. Là, typiquement, c'est le cas, je parle d'une commune, d'une Comcom, qui s'appelle le Grand Chambord, où sur cette zone-là, il y a 3 types de matériels qui ont été exploités. Donc les matériels routiers à gauche, de lotissement au milieu, de village au milieu et de lotissement à droite. Et à chaque fois, on a une lumière qui est canalisée vers la zone utile. Et on utilise en plus des bonnes puissances lumineuses et des bonnes couleurs. Alors on va en parler juste après de la température de couleur des sources. Voilà. Donc si on regarde bien les anciennes lampes fluo compactes, les lampes halogènes, qu'on peut encore trouver chez soi, mais ça devient très rare. Alors, vous voyez, la lampe halogène a chauffé beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup de rayonnement dans l'infrarouge, et puis peu dans le bleu, et un petit peu dans la version visible. Alors que les nouvelles LED, maintenant, surtout les LED de 6000K, Kelvin, vous avez un immense pic dans le bleu aux alentours de 450 nanomètres. Et on voit très bien qu'une 2700K, le pic, il est amoindri. Donc ça, c'est important parce que c'est cette fréquence-là qui injecte une lumière bleue qui va inhiber la mélatonine. Donc on a tout intérêt à bannir les LED froides et privilégier les LED chaudes. D'autant plus pour l'éclairage public, parce que nous, humains, on a peut-être une vision centrée sur la partie du spectre visible, mais les insectes, eux, voient très bien la partie violette et ultraviolette, et là, ça reste encore un ciel très lumineux pour eux. Voilà, alors, une décomposition du spectre lumineux,
et on se rend compte que l'ensemble des taxons, c'est-à-dire les poissons d'eau douce, les poissons marins, les mammifères, les oiseaux, les insectes, les amphibiens, voilà, toutes les lumières violettes, ultraviolettes, bleues, verts, les impactent. Et les lumières les moins impactantes pour la biodiversité seraient le jaune, orange et à moindre mesure le rouge. Donc typiquement les mises en lumière de monuments en bleu, en violet, c'est une catastrophe pour la biodiversité nocturne. Alors c'est peut-être esthétique pour nous humains, mais c'est pas du tout... voilà, c'est quelque chose qui devrait disparaître au fil des années. Alors, un résumé le plus simple possible, c'est direction des flux. Donc, faut partir, si on a des mauvais lampadaires, faut partir d'un matériel qui éclaire tout azimut vers un matériel lumière canalisée. Ensuite, de choisir la bonne couleur des sources, de choisir la bonne intensité lumineuse et d'avoir une bonne temporalité. C'est-à-dire une temporalité extinction cours de nuit, si possible. Alors, la plus complète, par exemple 23h, 6h du matin, ou plus tôt, selon les quartiers. Et pour bien comprendre les choses au niveau des températures de couleur, dans le cadre de l'arrêté ministériel de 2018, dont l'ANSBESEN a été un des promoteurs auprès du ministère, toutes les couleurs au-delà de 3000 Kelvin, voilà, ce blanc bleuté, sont interdites. On ne peut installer que 3000 au plus haut, mais on conseille largement les températures de couleur plus chaudes. Et il y a des communes maintenant qui typiquement installent du 2004, du 2200 Kelvin. Alors, c'est pas quelque chose qui est nouveau, parce que on est habitué pendant des années et des années à installer des sodionos de pression qui étaient déjà à 2200 Kelvin. Donc on peut se mettre des LED en 2200 Kelvin, ça pose pas de problème. Et il y a même des communes qui installent ce qu'on appelle des LED ambrés, qui sont à 1800, voire un petit peu en dessous. C'est pour ça que j'ai ce petit schéma montant. Plus on va vers les températures de couleur très chaudes, mieux c'est. Alors, en exemple, pour que vous compreniez ce que ça peut donner un matériel défilé et non défilé, eh bien, cette photo. Alors ça, c'est sur la commune de Blois, où là, on avait travaillé sur la rénovation du parc d'éclairage, et on avait, alors la lumière donnée par les petites lanternes de style légèrement bombées, ça donnait ça la nuit. Donc là, on éclairait généreusement les façades, généreusement les habitants, autant plus les chambres à coucher, bien sûr, et un peu la route, mais un éclairage très puissant, des ampoules de 100 watts. Donc, comme c'était allumé toute la nuit, et toutes les nuits de l'année, ça nous faisait du 4200 kWh par an. C'est facile à calculer. Et il y a eu un changement de parc pour partir sur des lanternes de style, voilà, avec la source encastrée. Donc toujours en sodium haute pression, mais on est parti sur des lampes de 70 watts. Vous allez voir la différence. 100 watts non maîtrisés, 70 watts maîtrisés. Alors les façades ne sont plus éclairées, et ensuite on a mesuré au sol, on a plus de lumière. Donc au niveau des voitures, les ombres sont plus marquées parce qu'il y a plus de lumière qui est injectée en bas. Donc au résultat, la population était quand même contente, les riverains étaient intéressés, et au passage, on a fait 25% d'économie d'énergie, parce qu'on est parti d'ampoules de 100 watts, on a mis des lampes de 70 watts. Et on est parti sur un autre facteur intéressant, donc là on a fait 25% d'économie d'énergie, et depuis 2021 maintenant, eh bien cette zone-là est en extinction nocturne, de 23h à 4h30 du matin. Donc on a fait un autre facteur d'économie d'énergie sur la temporalité. Parce que la consommation d'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps de fonctionnement. Donc soit vous jouez sur la puissance installée, électrique, ou sur le temps de fonctionnement. Et sur les deux, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? Un éclairage maîtrisé, renouvelé. Donc, la même commune. Alors ça, c'est une commune qu'on a labellisée Village étoilé en 2017, dans les Pyrénées orientales, 65. Donc, le village encaissé dans la vallée. La falaise, les collines étaient parfaitement éclairées. Bon, vous reconnaîtrez bien sûr la Grande Ourse, l'étoile polaire, ici. Le même champ, mais avec les sources encastrées. Donc les lampadaires ont été changés par des lanternes avec ampoule encastrée. Donc là, la lumière est canalisée vers le bas, et les reliefs ne sont plus éclairés par la lumière qui montait vers le ciel et vers les reliefs. Donc les reliefs mettent en évidence cette lumière qui est injectée
au-dessus de l'horizontale. Alors, vers quoi tendre avec des bons matériels? Donc là, on va dire typiquement, c'est un ciel classique français, quand l'éclairage est en fonctionnement, on va dire vers 21h, et vers quoi on va tendre avec des maîtrises de l'éclairage. Donc maîtrise, direction des flux, bonne puissance, bonne couleur des sources, temporalité, éclairage passif si on veut aussi. Donc l'éclairage passif, c'est l'éclairage qui va réfléchir à la lumière des voitures ou des cyclistes. Donc pas de maintenance, pas d'enfouissement de réseau, pas de consommation électrique, donc c'est facile à installer. Donc on part d'une phase zéro maîtrise vers une phase début de maîtrise déjà assez marquée. Alors l'optimal, ça va être ça sera dans le futur une maîtrise totale en incluant des zones avec détection de présence, des zones avec extinction nocturne installées, les maîtrises totales de direction des flux et aussi des bonnes températures de couleur. Puisqu'on sait que la lumière blanche aussi, c'est un facteur important. La lumière blanche se diffuse plus facilement dans l'atmosphère, donc un halo lumineux sera plus visible au loin s'il est composé d'une lumière avec une composante blanche marquée qu'une couleur orangée chaude. Et c'est aussi, j'ai oublié un aspect important, si on applique parfaitement l'arrêté ministériel sur tout ce qui concerne les extinctions attendues et obligatoires des bureaux, des vitrines, des façades, des parcs et jardins, des parkings semi-couverts, couverts, et bien sûr au niveau du monde privé, industriel, surtout industriel, privé, les particuliers éclairent un peu, mais nettement moins que les communes et les industries. Donc voilà, les lotissements qui se construisent en périphérie peuvent aussi contribuer à la sobriété lumineuse, et certains le font du fait de la sobriété énergétique, du fait de l'augmentation de l'énergie. Alors on va dézoomer un petit peu, on va repartir dans l'espace, on part dans l'espace maintenant, et on va voir ce qu'on peut observer depuis l'espace grâce à nos amis les satellites. Alors il y a des satellites qu'on n'aime pas trop, mais par contre il y a des satellites qu'on aime bien. Il y a un satellite qu'on aime bien de la NASA qui lui a 800 km d'altitude, qui passe toutes les nuits au-dessus de la France, et on peut obtenir des images comme ça. Alors comme ça, effectivement, c'est un peu intéressant. On va voir Paris en haut à droite. Là, nous avons Orléans, là, nous avons Blois, là, nous avons Tours, Blois, puis Châteaudun, puis en haut, il y aura Chartres. Donc, on peut voir les communes une par une, mais aussi on peut voir les communes qui évoluent. Donc, là, c'est notre fameux satellite avec son outil VIRS, là, qui doit être à ce niveau-là. Donc, il vise en permanence vers le sol. Et il est sur une orbite qu'on appelle une orbite héliosynchrone, c'est-à-dire qu'il tourne autour de la Terre de pôle à pôle, à 800 km d'altitude, et donc il va passer toutes les nuits dans la phase à l'opposé du Soleil, donc au niveau du minuit solaire. Donc on va dire 1h, 2h du matin, selon le moment de l'année. Donc il passe toutes les nuits, et il fait des images, et il voit ce qui se passe au sol. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit ces choses-là. Bon, là, c'est le cas d'une commune de Romorantin, et à côté, il y avait une petite commune, ici, qui, en septembre 2021, avant septembre 2021, ne coupait pas la nuit. Et puis, quelques jours plus tard, le 30 septembre là, on était en 21 septembre 2022, et là, le 30 septembre 2022, voilà, en l'espace de quelques jours, on a vu, ils se sont lancés dans la sobriété énergétique en appliquant une extinction nocturne. Donc, on peut voir les communes qui éteignent, ou des sites industriels, ou des sites privés, voilà, on peut voir des choses très intéressantes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut en faire des courbes de lumière. Donc, je vais vous parler d'une commune qui est proche de notre observatoire au sud de Chambord. Donc, c'est la commune de Montpré-Chambord, que j'ai indiqué en jaune, là, comme ça, qui est au sud-est de Blois. Alors ça, c'est une commune qui a fait... Alors voilà, la courbe de lumière qu'on obtient sur une dizaine d'années. Donc là, typiquement, c'est entre 2012 et 2022. Alors, on voit un effet d'escalier. On voit là que c'est la radiance. La radiance, c'est-à-dire c'est la quantité de lumière qui est injectée du sol vers le ciel, que le satellite voit en regardant vers le bas. Et on voit qu'on est passé d'un facteur de 80, donc c'est des nanowatts par centimètre carré, et on voit qu'on a baissé déjà en 2014. Alors là, on est pile dans le cadre de la première phase de l'arrêté ministériel qui date de 2013, qui imposait des extinctions bureaux, vitrines, façades et certaines mises en lumière. Donc on avait sensibilisé la commune
avec un courrier type réalisé par la NPCN, pour expliquer qu'il y avait une place qui était mise en lumière. Donc là, il y a eu la première extinction, il y a eu un débrayage. Cette commune-là, à l'époque, coupait 75% de son parc et restait l'axe principal, à peu près 2 km de route qui restait éclairé toute la nuit. Sur cet axe-là, il y avait une place, la grande place, la mise en lumière coupée. Donc vous voyez déjà, on descend d'un premier facteur. Et on arrive de façon constante jusqu'en 2020, Covid, et à ce moment-là, on a proposé à la commune de faire une extinction nocturne totale, de couper même le grand axe. C'est ce qu'ils ont fait, et on arrive à un facteur proche du zéro. Il reste ce delta, c'est du fait de la pollution lumineuse des communes avoisinantes. Voilà, mais ça a tendance à baisser. Vous voyez, la dernière mesure qui date un peu, depuis, ça a baissé puisque les grandes villes proches, elles aussi, ont lancé des phases d'extinction nocturne. Et c'est une commune qu'on a labellisée depuis label Ville et Village étoilés 3 étoiles. Alors, on regarde sur l'ensemble de l'Europe. Ces analyses satellites ont été étudiées par la Commission européenne de l'environnement. Donc on a fait un ratio, ils ont fait un ratio entre les années 2014-2015, 2020-2021. On a comparé l'évolution à la baisse ou à la hausse de la lumière. Et on se rend compte. Alors faites abstraction des images vertes en haut. C'était dû parce qu'à une époque, il y a eu beaucoup d'aurores boréales et ensuite, il n'y en a pas eu. Donc effectivement, voilà, on fait abstraction de la partie Islande et les pays scandinaves. Mais vraiment, il faut se concentrer sur la partie France, Espagne. Et vous voyez, la France, beaucoup d'extinctions nocturnes ont été lancées. Donc il y a un facteur de baisse de quantité de lumière en cours de nuit. Alors que des pays comme la Turquie, c'est l'inverse. C'est l'endroit où il n'y avait pas d'éclairage et il y a des points lumineux qui ont été rajoutés. Et en plus en lumière blanche, fortement en lumière blanche. La Pologne aussi, il y a la dégradation. Vous voyez des petites différences, même dans les pays Lituanie, là on voit qu'il y a des endroits qui sont positifs et d'autres négatifs. Donc la comparaison est très intéressante. Et si on zoome sur la France, voilà, on voit très bien une baisse marquée des émissions lumineuses en cours de nuit. Ça ne préjuge pas de la qualité de la nuit avant les extinctions et le rallumage au matin. Mais en cours de nuit, on a vu beaucoup d'extinctions en cours de nuit qui se sont installées. Et ça, c'est avant le plan de sobriété énergétique du gouvernement qui date d'octobre 2022, sous le gouvernement d'Elisabeth Borne. Donc la phase s'est accentuée. Depuis, la France, on est champion du monde sur la sobriété lumineuse avec des baisses de puissance. Alors c'est vrai qu'on était parti de très loin. Donc il y a beaucoup de communes qui font l'extinction nocturne, mais comme je vous ai dit, ça ne préjuge pas de la qualité de la nuit, parce que le satellite, on ne peut pas le désorbiter. Il passe à 1h du matin, on ne peut pas lui demander de passer à 21h pour voir ce qui se passe, ou à 5h du matin. Donc on voit très bien l'évolution, et on peut faire aussi un zoom par région, par pays, sur les capitales. Ce document-là, il est en ligne sur notre site internet, donc c'est un document qu'on a traduit, qui est qu'en anglais, donc on a fait une traduction, on a l'autorisation de l'Agence européenne de l'environnement pour en faire une lecture francophone, voilà. Et donc vous pouvez retrouver sur notre site et on voit très bien Paris, Londres. Donc Londres, là c'est un code couleur qui est un peu différent, mais quand c'est en bleu c'est à la baisse, quand c'est en rouge c'est à la hausse. Un zoom sur Paris, voilà. Paris, on voit que la partie capitale est en baisse. Par contre, la troisième couronne, eh bien, a une augmentation. Parce qu'il doit y avoir un étalement urbain, des nouveaux lotissements qui ont dû se créer. Voilà. Donc il y a peut-être le halo, il a peut-être chuté en intensité lumineuse, mais il a dû s'étaler horizontalement, dans tous les axes. À l'analyse des images de VIRS, bien sûr. Alors, je vais vous parler des villes et villages étoilés. C'est un label qu'on a créé en 2009 dans le cadre de l'année mondiale de l'astronomie. Cette année, nous avons lancé le 12 juin la 9e édition. Là, c'est la carte de France de l'ensemble des communes qui ont le label actif. Donc c'est intéressant, si vous vous rendez compte qu'on a une répartition spatiale qui est, on va dire, homogène. On n'est pas essentiellement centré sur les réserves naturelles. Effectivement, il y a des communes labellisées dans les réserves naturelles, mais vous avez des communes qui sont dans des zones quand même fortement urbanisées. Si on prend le cas du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, on a un grand groupe de communes labellisées.
Donc c'est les 722 communes qui ont le label actif. Les communes de 2017 qui ont été labellisées doivent remettre en jeu leur label cette année, donc on espère les conserver. Et on a beaucoup de communes qui sont intéressées pour participer. Là, depuis qu'on a lancé l'édition 2024, vous savez qu'on a eu les contraintes politiques, d'élections qui ont un peu ralenti l'ensemble, plus les vacances qui sont arrivées. Et on a déjà à peu près 300 communes qui sont en phase d'inscription. Alors vous notez aussi qu'il y a des concentrations, des fortes concentrations par endroit. Bien souvent, c'est dû à l'action d'un correspondant ou d'un groupe astronomie ou de personnes intéressées par l'environnement nocturne qui agit sur leur territoire, en partenariat avec les comités de communes, les territoires, les parcs naturels régionaux. Donc il y a des avancées certaines. Donc cette carte-là, elle est aussi active sur le site de l'association, dans la partie des villes et villages étoilés. Et je vous fais un zoom. Attendez, non, le zoom il sera après. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, si vous allez sur notre site internet qui sera repris, on espère l'année prochaine, vous allez dans la partie participer donc anpcn.fr, vous allez dans la partie participer à villes et villages étoilés, et là la commune peut s'inscrire, le territoire peut s'inscrire, vous avez le règlement et les critères de notation, et vous avez aussi des vidéos d'élus qui expriment comment ils perçoivent le label, et vous avez aussi les cartes. Tout ce qui concerne les cartes, vous trouverez les cartes présentées juste avant. Et quand on veut s'inscrire, on arrive sur cette page-là, et donc la commune saisit son code et s'inscrit, et ensuite elle aura tout un ensemble de questions à détailler, et ça nous permet de juger de la qualité de son éclairage avec des questions spécifiques sur le nombre de points lumineux, les puissances, les couleurs, la direction des flux, par type de lampadaire, par famille. On a essayé de simplifier les choses au maximum, et de toute façon, il y a toujours un groupe de support par rapport à une adresse mail de contact ou par rapport à un correspondant local. Sachant qu'aussi les communautés de communes ne sont pas seules à gérer leur éclairage, elles peuvent être aussi en appui avec soit un syndicat d'éclairage. Nous sommes nous-mêmes en relation avec des syndicats d'éclairage qui ont fait des choses très très pertinentes. Je pense par exemple au syndicat du Jura, qui a édité un guide qui s'appelle Éclairons juste le Jura, qui est vraiment à un niveau très très intéressant, qui respecte bien l'arrêté ministériel, donc qui conseille très bien les communes partenaires. Et voilà, si on fait un zoom sur la zone qui nous intéresse, nous sommes ici aux confins nord-ouest du Gard, donc la Nugéole ici, et la commune la plus proche qui est labellisée, c'est la commune de Causse de la Selle, vous voyez, qui a été labellisée la dernière édition 2019, 2 étoiles. Donc vous pouvez aller sur le site et vous cliquez sur la commune qui vous intéresse et ça vous donnera le niveau de note, le nom de la commune en temps réel, enfin en temps réel, en descriptif. Alors, la commune, voilà, là c'est intéressant parce que je me suis dit ça sera intéressant de voir la courbe de couleur, la courbe de lumière de où nous sommes actuellement, ici à la Nugéole. Donc on voit, et ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'on voit le seuil de radiance lumineuse depuis le satellite en 2013 jusqu'en 2024. Effectivement, il n'y avait aucune extinction de 2013 jusqu'à 2018-19 là. Et puis il n'y a pas une chute instantanée, mais il y a une courbe à la baisse très marquée, parce qu'il y a une rénovation du parc par petites phases, mais assez marquées. Ils n'ont pas fait tout d'un coup, donc on voit la baisse constante, jusqu'à une certaine stabilisation, ici. Et 2022, là c'est un grand classique, c'est la signature du plan de sobriété énergétique d'octobre 2022. Et beaucoup de communes en France, on l'a vu avec les images satellites globales de la France qui passent au vert, beaucoup de communes se sont lancées dans soit une phase d'extinction nocturne, pour 90% des cas, et pour certaines, un mix avec des baisses de puissance lumineuse ou de l'extinction nocturne. Et là, c'est le cas. On voit que là, il y a un petit delta qui nous intéresse, et on tangente vers l'extinction totale. Donc c'est quand même un très bon point pour la commune où nous sommes invités aujourd'hui, et qui lui permettrait de décrocher le label Ville et Village étoilé, 1, 2 étoiles, enfin je sais pas, on verra leur descriptif, qu'on ne connaît pas tout le parc. Voilà, donc nous, l'association, nous avons fêté les 25 ans cette année, donc on est très contents de ce côté-là.
On a tout notre groupement de correspondants, on a des administrateurs, bien sûr, comme d'autres associations de bénévoles, et puis toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet de la qualité de la nuit permet de soutenir notre label des villes et villages étoilés et des territoires de villes et villages étoilés, puisque c'est la composante strate supérieure, c'est qu'on peut permettre aussi à des comités de communes de participer sur un groupe de communes. Donc typiquement une commune qui aurait une communauté de communes qui aurait une cinquantaine de communes peut participer pour décrocher le label de territoire de ville et village étoilé, mais il faut qu'au moins la moitié des communes participent et soient elles-mêmes labellisées pour qu'on ait une reconnaissance de territoire. Donc ça, c'est possible, et on a déjà plusieurs Comcom qui sont inscrites, et au niveau national, on a 3 parcs naturels qui ont le critère de territoire de ville et village étoilé. On peut penser par exemple au Gâtinais français, qui est au sud de Paris. C'est pas le cas des Cévennes, du parc national des Cévennes? Pas encore. Pas encore. Voilà, j'ai fini mon intervention. On peut faire des questions-réponses si vous voulez. Merci. Bon, je suis rentré dans le détail fortement, donc ça va peut-être éviter les questions. Donc on peut faire ville par ville, on peut aller chercher sa ville. Oui, nous, on peut effectivement, au niveau de l'association, on a accès aux données satellitaires. Bon, ça demande un travail, hein, faut saisir les données, aller voir ce qui se passe, que j'ai fait sur la commune de, voilà, l'Angeols. Donc on voit bien, mais après, il faut savoir l'interpréter. Et puis il y a des communes, on voit qu'il y a eu aucune action. Donc effectivement, là, c'était peut-être pas intéressant. Des communes, comme je vous disais précédemment, là sur l'île de Noirmoutier, on voit très bien la tendance à la chute marquée. Je pense par exemple à la commune de Pornichet, où là, on est passé des valeurs alors nettement plus hautes en puissance lumineuse, et on arrive pratiquement au zéro parce que ils coupent de 23h à 6h du matin 90% du parc, alors qu'on est sur le littoral de la côte atlantique. Et les 10% restants, ils sont en baisse de puissance. Et je me suis permis de rencontrer l'adjoint en charge de l'éclairage public, et effectivement, il était très intéressant, très intéressé. C'était très intéressant parce que lui, il faisait son opération, il avait l'impression d'être travaillé seul dans son coin. Et puis quand on l'a rencontré pour lui dire, nous on vous soutient, et on a remarqué depuis l'espace que vous faisiez un travail marqué et intéressant. Et lui, en plus, il a communiqué bien sûr dans leur bulletin municipal, et ils ont fait un gisement financier conséquent. Ça se chiffre en dizaines, en pratiquement centaines de milliers d'euros d'économies. Vu de l'augmentation de l'énergie, le facteur énergétique et financier est un des premiers postes intéressants pour eux. Et c'est une commune qui est dans le périmètre, en bordure du parc naturel de la Brenne. Brière. Non, Brière, voilà. Parc de la Brière. Donc là, c'est pareil. Dans tout ce périmètre-là, le parc naturel, ils sont intéressés par les critères du label. Parce que déjà, au sein de leur propre périmètre, il y a beaucoup de petites communes qui font l'extinction nocturne. Quels seraient les critères d'une ville, d'un village, pour garder son éclairage en permanence? Méconnaissance de la législation, ou est-ce qu'il y a des obligations légales de laisser un éclairage allumé toute la nuit? Non, on n'est pas obligé de laisser éclairer toute la nuit. Le droit de police du maire lui permet de faire une extinction nocturne. Il a juste à faire un arrêté municipal qui spécifie qu'il lance une extinction nocturne. C'est peut-être même l'inverse. On peut dire que l'extinction est la phase naturelle, et laisser allumer toute la nuit, c'est une volonté forcée des années 80-90. Mais il y a des communes qui sont toujours restées à la phase d'extinction nocturne. Il y a des régions en France qui ont fait un éclairage constant. Plus on glisse vers le sud-est, où là, plus ça devient compliqué d'atteindre des phases d'extinction nocturne. À l'inverse, côté Bretagne, centre de la France, il y a des communes qui sont toujours restées en phase d'extinction nocturne. Elles n'ont jamais, les années 50, elles sont restées dans les phases avec une extinction courte de nuit. Elles ne sont pas mis leur éclairage constamment toute l'année. Et toute la nuit et toute l'année. Pour faire un peu cette question, là, vous avez parlé déjà, merci pour votre présentation, super intéressant. Vous avez parlé de la loi 2013 sur les enseignes, des enseignes.
Et moi, quand j'avais entendu ça à l'époque, j'avais un super espoir. Mais quand je me promène dans les zones urbaines, enfin, les zones commerciales la nuit pour rentrer chez moi, je ne trouve pas vraiment que ce soit vraiment appliqué, quoi. Et quand c'est appliqué, il y a le parking qui est à bloc. Certes, les enseignes et les magasins de retour, ça sont en solitaire, mais le parking est à bloc illuminé avec 0 voiture. Oui, bah voilà, ça c'est le problème de droit de police. Alors, qui va aller faire la police de la nuit? Alors, est-ce qu'il faut compter sur les préfets? Apparemment non. Est-ce qu'il faut compter sur les maires? Pour certains peut-être, mais globalement non. Est-ce qu'on peut compter sur des citoyens, des associations? Là, oui. Et dans ces cas-là, oui, il y a des actions qui sont concrètes. Oui, il y a des actions. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. On peut dire à monsieur le maire, vous faites des photos, dit voilà, j'ai vu ça, telle enseigne, tel parking est éclairé, merci de faire respecter. Et là, le droit de police du maire, c'est je vois l'enseigne, je vois le décathlon, je vois le parking qui est éclairé, vous devez éteindre, vous respectez l'arrêté ministériel. Moi, c'est ce que je fais sur ma région, d'autres le font ailleurs. Il y a d'autres structures, on peut penser à Greenpeace, mais de façon ponctuelle, ou d'autres associations qui vont faire du démarchage, mais ça nécessite un travail de vérification de terrain. Et finalement, l'éclairage, les endroits, ça reste allumé toute la nuit, on va dire inutilement, parce qu'il n'y a personne. Donc les extinctions nocturnes, des fois, sont même pas vues par les gens. Il y a des villages où le maire a lancé l'extinction, on a posé la question aux habitants, et certains ont dit « Ah ben je savais même pas que c'était coupé, parce que moi je dors. Donc j'ai pas vu que c'était coupé entre minuit et 5 heures du matin. » Voilà. Moi j'ai l'exemple à Meudon, depuis le jour de la nuit, donc 2022, ils n'ont rien fait pour le jour de la nuit, mais depuis, ils ont choisi cette date-là de manière symbolique, ils éteignent c'est à 1h du matin jusqu'à 6h, et je demandais à mes collègues qui habitaient à Meudon, est-ce que vous avez vu la différence? Ils n'ont jamais mis de nez dehors à ces heures-là. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé quelquefois de passer en voiture, ou une fois c'était avec un bus avec la SNCF, à 2h du matin. Et comme il y a très peu de lotissements résidentiels, il fait noir. Bon, heureusement il y a des phares sur les voitures, mais on voit que c'est éteint. Oui, parce qu'il y a aussi la pression de certains riverains, c'était le cas, on va dire, il y a quelques temps, mais comme l'énergie est devenue chère, les élus font vraiment hyper attention à la facture énergétique, hein. C'est vital, hein. L'argent, il faut bien la trouver. Alors soit on augmente les impôts locaux pour permettre de rester allumés toute la nuit, on va dire inutilement, ou pour un pourcentage de la population très faible. Et vous avez certaines personnes qui ont un sentiment d'insécurité, qui vont dire, oui, moi, si j'ai besoin de me promener mon chien la nuit, mais oui, mais vous le faites à quelle heure? C'est pas à 2h du matin que vous allez promener votre chien. Voilà, donc, ou alors certains vont dire, mais moi, quand je rentre chez moi, je ne vois pas ma porte de garage. Mais il est où votre garage? Ah, non, nous, c'est l'éclairage public. On éclaire la rue, on n'éclaire pas votre jardin. Ça, c'est votre domaine privé. Si vous voulez l'éclairer, vous l'éclairez sur votre propre facture, mais nous, c'est l'éclairage public. Donc, voilà, voilà, faut comprendre l'aspect où on doit éclairer, quoi éclairer, en termes de temporalité, en termes de puissance, en termes de couleur, le coût que ça représente. L'éclairage public, c'est le premier poste de consommation électrique des communes. À peu près, entre la taille, c'est à peu près entre 35 et 40-45% de la facture électrique est dédiée à l'éclairage public. On a beau installer des lampadaires à LED, c'est pas ça qui fait baisser énormément la facture. Ça baisse pas de 50% grâce à ça. Le facteur qui fait baisser le plus la consommation électrique, c'est la temporalité de fonctionnement. Si on laisse toute la nuit allumée, toutes les nuits de l'année, ça fonctionne pendant 4200 heures. Donc si vous faites une extinction de 23 heures à 5 heures du matin, vous divisez par 2. Au lieu d'allumer pendant 4200 heures, vous allez allumer pendant 2200, 2100 heures par an. Donc on divise par 2 la facture. Là, c'est clair et net. On a une idée du coup par lampadaire moyenne. Est-ce qu'il y a un calcul qui a été fait comme ça? Oui, on pourra le retrouver, ça, oui, ça peut se calculer. Après, nous, on fait les calculs au niveau de la consommation en kilowattheure par an par point lumineux. Quand une commune nous donne ces détails de puissance lumineuse installée, de nombre de points lumineux, ça, on peut refaire le calcul facilement du nombre de kilowattheures par an par point lumineux. Donc après, en fonction du prix du kilowattheure, on peut retrouver facilement le prix par lampadaire. Et après, on peut faire aussi le calcul par lampadaire et par habitant, parce qu'il y a la densité du parc. Hein. Parce qu'il y a des communes qui ont, mettons, une centaine d'habitants, qui vont avoir 600 points lumineux.
et la même commune qui a 100 habitants et qui va avoir 100 points lumineux. Et la densité, elle est 6 fois plus importante l'une par rapport à l'autre. Et ça, on peut le voir aussi. Donc là, effectivement, nous, quand on labellise une commune village étoilé ou ville étoilée, on leur donne des axes de progrès. On leur dit, on leur fait un benchmark, on leur montre avec les cadrans des progrès, avec les codes couleurs, quand vous achetez, vous avez du vert au rouge, on leur dit, bah là, dans la puissance lumineuse, vous êtes mauvais, dans la direction des flux, vous êtes en progrès, dans les couleurs, c'est pas bon, enfin voilà. Et dans la consommation par point lumineux par an, là c'est pareil, on a un graphique qui montre bien en évidence où se trouve la commune. Donc un visuel simple pour guider l'équipe municipale à aller dans le bon sens. Et on a des communes qui ont été labellisées précédemment, dans les éditions antérieures, qui ont augmenté leur score en écoutant nos recommandations, qui ont augmenté soit leur plage d'extinction nocturne, ou aussi qu'on fait une restauration du parc. Alors ça, c'est la partie la plus ardue. Installer une horloge astronomique et faire une extinction nocturne, ça se fait très rapidement. Par contre, refaire son parc d'éclairage, ça nécessite des frais, c'est onéreux, c'est très cher. Donc on garde les anciens poteaux, mais on change les têtes. Ça coûte cher. Mais tout changer et tout refaire, ça coûte encore plus cher. Donc les élus vont vraiment par petites touches. Donc on fait par strate et on va dans le bon sens. Et en plus, on doit respecter l'arrêté ministériel. Donc là, pas de 2013, mais la version 2018, où là, on impose la direction des flux. 2013, c'était extinction obligatoire, bureau, vitrine, façade. C'était cette petite composante simple sur les enseignes lumineuses, les vitrines qui restaient éclairées et les mises en lumière. 2018, on a rajouté les parcs et jardins, les lotissements, les parkings et surtout tout ce qui concerne les puissances de l'éclairage public, les couleurs, les puissances lumineuses en zone urbaine, en zone naturelle, où là on a des températures de couleur plus contraintes. Dans les zones naturelles, on ne peut pas dépasser le 2400 Kelvin. Mais pour les nouvelles installations uniquement. Oui, et par contre, avec une date butoir qui est 2025, à partir de 2025, les anciennes installations devront être rétrofitées pour passer à la réglementation. Alors bon, ça c'est la théorie, en pratique ça sera un peu plus long je pense. Une question là-dessus, cette réglementation, elle s'applique aussi au privé ou pas? Ah bah oui, j'ai l'impression qu'avec l'évolution actuelle, le problème qu'il va y avoir bientôt, c'est surtout, ce qu'il disait tout à l'heure, les zones commerciales, on ne joue pas du tout le jeu. Moi j'ai l'exemple de ma commune qui applique l'extinction nocturne depuis 1 an et demi, 2 ans, mais une zone commerciale énorme qui s'est montée derrière avec un dépôt de bus qui éclaire toute la nuit. Oui, bah ça c'est le problème. Des gros pylônes avec des spots lumineux, ça éclaire dans tous les sens. J'ai un dôme qui est à Paris. Oui, donc au niveau de l'association, les associations environnementales, les associations comme la nôtre qui ont travaillé cette thématique, on s'est adressé en priorité à la partie élue. Les représentants de l'État, voilà, les élus, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les Comcom, les communes, c'est une porte d'entrée assez facile. Voilà. Et après au niveau industrie, privée, c'est plus compliqué. Mais il y a un intérêt. Là, on travaille, par exemple, avec Storengy, avec Suez, qui nous ont contactés pour travailler sur leur propre site industriel, pour avoir une gestion optimisée de leur éclairage. Alors c'est pas du greenwashing, ils veulent vraiment faire quelque chose de vertueux et d'atteindre des sobriétés énergétiques et surtout d'avoir une sobriété, une amélioration de la biodiversité sur leur propre site parce que des fois c'est dans des zones purement naturelles. Et on a un collègue qui a travaillé sur la partie de Montbéliard où là vous avez le groupe PSA qui a des immenses parkings au niveau de l'automobile où là les matériels ont été remis à l'horizontale avec des extinctions nocturnes et les parkings qui étaient par méconnaissance, certains des responsables étaient surpris et finalement ont matché tout de suite sur la thématique et ont appliqué des extinctions nocturnes. On a des photos à l'appui et là on a des contacts grâce à nos partenaires. Là je pense par exemple à LPO qui va certainement on va avoir des relations avec le MEDEF parce qu'au sein du MEDEF il y a des chargés de mission environnement qui eux sont intéressés par des cas concrets qui pourraient servir d'exemple ailleurs. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais c'est un travail où il faut tout le monde s'implique. C'est pas simplement que l'association, c'est pas simplement un bureau ou des correspondants qui vont faire évoluer l'ensemble des choses. Il faut que chacun, au niveau de l'association ou des gens qui s'intéressent à la thématique de l'environ nocturne, voilà, monte les créneaux, sinon ça va pas se faire naturellement et automatiquement. Mais la question, c'est que l'arrêté quand même vise ces installations. Oui. Les parkings.
ouvert et semi-couvert, c'est 2 heures après la fin d'activité. Là, il est totalement ouvert et des trucs lumineux qui Ouais, bah normalement, oui. la nuit, Ouais. Bah oui, mais c'est vrai que c'est dans le quartier, c'est dans la zone de Montpellier. Ouais, c'est vers Clermont-Lérault plutôt. Ouais, d'accord. C'est les lumières intrusives qui éclairent. Oui, parce qu'après, le voisinage peut très bien dire, bah oui, cette usine, enfin, ce complexe s'est installé et maintenant, je me retrouve avec des usages lumineuses que je n'avais pas précédemment. Donc là, effectivement, on peut le faire remonter. J'ai pas les J'ai pas des lecteurs. Bah, c'est contravention de 5000 places, c'est ça? Si, là, le maire doit faire appliquer son droit de police, dire, bah, il y a un arrêté, vous modifiez à la rigueur, vous ne coupez pas, mais vous remettez vos sources à l'horizontale. Donc là, c'est obligatoire. Et puis, vous pouvez les équiper de détection de présence. Donc au lieu d'être dans une phase tout ou rien, tout allumé tout le temps ou forcer l'extinction, c'est pour des raisons de sécurité, s'il doit y avoir des ronds ou s'il doit y avoir des passages de personnes pour le travail, pour des reprises d'équipe. Oui, en plus, ces sites-là sont souvent en vidéosurveillance plus, hein, avec des bornes de détection de présence sur les alentours. Il y a des systèmes infrarouges qui, oui. j'en ai déjà vu, qui font le tour des parties et qui détectent dès qu'il y a... Voilà, tout à fait, c'est des barrières infrarouges. La pollution infrarouge. Ça crée aucune lumière, oui, non, mais ça c'est au niveau du sol, dès que ça éclaire pas. Oui, tout à fait. Donc c'est un nouveau champ il s'ouvre à nous, enfin il a toujours été là, mais il faut y aller, quoi. Il faut le traiter. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. Les normes d'installation postérieures au 1er janvier 2019 doivent respecter... Oui, tout à fait. Là, pas du tout. Ça date de 2020, 2021. Normalement, il faut... Avant, c'était de la ville. Oui. Non, mais moi je vois bien, il y a pareil, quand je l'observais, il y a un dépôt de bus Île-de-France Mobilité au sud d'Avry, au milieu de la campagne. Bah, on voit les lampadaires à 1,6 km. C'est des spots de phare. Inversement, je connais des sites industriels, enfin, on va dire sites industriels, puisqu'en l'occurrence, c'est toujours un site de triage des véhicules. Donc les voitures qui sont construites avant d'être distribuées dans les concessions, elles ne vont pas directement de l'usine à la concession. Elles arrivent dans des sites de stockage pour ensuite être réparties par des camions. Vous voyez, les fameux camions qui transportent les voitures. Donc ce site-là, il éclairait tout le temps, toutes les nuits, mais violemment, hein, avec des sources inclinées à 45 degrés. On a travaillé, le maire, au corps sur ce sujet-là pendant 4 ans, 5 ans, en lui faisant une étude de consommation, essayer de voir le propriétaire. Et finalement, le maire est venu me voir pour me dire « Ah, ça y est, il fait l'extinction. » Pourquoi il a fait l'extinction? Parce qu'il est passé d'une facture de 30 000 € à 300 000 € par an. Donc ça l'a tellement motivé que c'était cher qu'il a fait de facto l'extinction. Alors que les riverains commençaient à se plaigner sérieusement de pollution lumineuse. Et là, depuis, les lampadaires sont éteints et il a installé des ombrières. Il a été démarché par une entreprise pour faire du photovoltaïque, pour fabriquer de l'électricité. Donc maintenant, l'ensemble de son parc est recouvert en photovoltaïque. Et le dessous des panneaux solaires sont équipés d'éclairage, mais là, c'est un autre réseau électrique. Donc là, c'est coupé la nuit, où ça marche en détection de présence. Donc là, c'est pareil, le halo qui était concentré sur cette zone industrielle s'est éteint. Donc, l'aspect énergétique touche le monde industriel aussi, hein, l'aspect coût et financier. Le problème, parfois, c'est un petit peu la frilosité des maires, parce que ces zones industrielles font des revenus et oui. Il y a un petit peu... C'était le cas de ce maire-là. Je sentis, il était de bonne volonté. On a mis un peu la pression, mais il était entre le marteau et l'enclume, si on peut se dire. Donc il était bien content que l'entreprise agisse d'elle-même du fait du coût de l'énergie. Et est-ce que les privés ont des obligations, par exemple, le lotissement oui, là c'est différent. Le lotissement, quand c'est privé, c'est un éclairage privé, non. Alors là, les lotissements, oui, on se trouve avec des dérives. Par contre, si les nouveaux matériels qu'ils doivent installer doivent être défilés, ils doivent pas éclairer vers le haut, ils doivent pas mettre de boues lumineuses, ils doivent pas mettre de spots qui éclairent au sol. Alors, par contre, les lotissements, ça dépend du facteur de richesse des habitants. Si vous êtes des habitants, ça dépend des régions, le budget, parce que c'est le syndic qui va payer la facture électrique dans ce cas présent. Donc, c'est réparti en millièmes au niveau des habitants. Donc, certains vont vouloir avoir une maîtrise de la consommation globale. Donc là, ils vont jouer, ils vont dire, on va installer une extinction. Mais on connaît des lotissements, c'est l'inverse, où les gens, pour eux, l'éclairage, c'est une virgule, un ajustement de virgule, c'est rien du tout. Donc, ça les dérange pas, ils payent et on laisse allumer tout le temps. Donc ça, c'est compliqué. Ils sont quand même tenus à respecter l'arrêté. Il faut, là pareil, il faut démarcher le syndic et leur dire, vous faites respecter. Moi, je l'ai fait dans ma résidence parce que je
je suis rentré dans le conseil syndical pour ça, mais on avait 34 x 4 boules, donc vous pouvez faire le calcul, on avait 136 boules, vous pouvez faire le graphe de 4. Depuis 1 an et demi, on les a laissés pour l'esthétique et on a mis des petits spots à l'horizontale à l'aide. Donc on divise par 2 la facture d'électricité et puis les gens qui habitent au premier étage, maintenant, il faut qu'ils allument chez eux quand ils vont aux toilettes, avant ils n'avaient pas besoin. Là, ils se plaignent alors. Non, il y a de manière anecdotique, mais le problème général dans toutes ces choses-là, c'est que quand on fait des déclarations ou quand on a des villes, 90% des gens ne disent rien. Une bonne partie d'ailleurs sont contents. Eh bien, il y a toujours un qui râle, mais il faut que ceux qui sont partants pour écrire au maire ou tout ça fassent le contrepoids pour que. Voilà. Alors, parlons J'ai de... discuté que j'étais allé au 30 ans du club Voyageurs 3 Astronomie, discuter avec le maire. Et justement, comme le maire a subventionné la création d'un observatoire attenant à l'école maternelle, donc partie prenante dans à avoir un éclairage sobre dans la ville, donc ils ont tout fait ce qu'il fallait. Et il me disait, il y a toujours un qui râle comme ça, mais il faut pas l'écouter parce que ça représente pas la majorité des gens. Oui, il y a une majorité silencieuse, souvent, et puis une minorité qui va râler. Voilà. Mais il faut vraiment voir, il y a une bascule, vraiment une bascule qui est importante. C'est l'arrêté ministériel de 2018. Grâce à cet arrêté qu'on a mis en place, l'association voilà. Si l'association n'avait pas appuyé auprès du ministère, on n'aurait pas cet arrêté. On aurait encore l'installation de matériel qui est clair dans tous les sens. Ça, c'est sûr et certain. Et l'autre point de bascule, c'est le plan de sobriété énergétique. Je peux vous dire vraiment que quand le coût de l'énergie a été multiplié par 10 et même au-delà par moment, le gouvernement, Madame Borne, quand elle a proposé, parce qu'il y a un document précis sur le plan de transition énergétique et sur le plan de sobriété énergétique, proposé aux collectivités, c'est marqué noir sur blanc, extinction de 23h à 5h30 du matin, sauf axes principaux. Donc beaucoup de communes se sont appuyées sur ce document-là. On avait une action particulière, collectivité, entreprise. Et donc les collectivités, eh bien c'était ce plan sur l'éclairage. Il y avait plein d'autres actions en dehors de l'éclairage, mais l'éclairage, il y avait ça. Et les monuments aussi, extinction des monuments. Donc beaucoup se sont appuyés sur ça. Et on voit le résultat, par l'image satellitaire de l'Agence européenne de l'environnement, qui est une vision globale de ce que peut donner le satellite VIRS, mais c'est assez flagrant et voilà. Donc on va bien dans le bon sens en France, mais bon, le travail n'est pas fini. Ça a marché pas mal pour les communes. Par contre, pour les commerciaux, je vois il y avait à un moment tout un panel de centres commerciaux, de Carrefour, tout ça, parce que j'ai un Carrefour dans ma résidence justement. Qui avait affiché, oui, on va baisser l'éclairage dans les carrefours, on va éteindre tout ça. Maintenant, ils sont revenus en arrière. Alors, il faut regarder ce plan de sobriété énergétique. À l'adresse, à la fin, vous avez tous les partenaires, par ordre alphabétique. Donc, Alliance, par exemple, c'est, vous savez, les agences Alliance d'assurance. Moi, je me suis permis d'aller voir l'agence Alliance de Blois, certaines, qui ont dit, vous savez, dans le plan, ils ont coupé. C'était facile, finalement. Mais bon, on va y passer toute sa journée, ses nuits à travailler sur ce point-là, quoi. Donc il faut démultiplier le travail, il faut que chacun, à son niveau, exploite ce qui est déjà là, quoi. Et comme je dis, moi j'ai l'exemple, il y avait un immeuble de bureau qui avait un éclairage en location, il n'y avait personne dedans, et tout ça. Mais je fais un courrier, j'ai réussi à les contacter, à une copie au maire, puis des extraits de l'arrêté, parce que ça c'est efficace en général, et ils voient que de toute manière c'est la loi qui dit qu'ils doivent le faire. Quand on met une copie au maire, même si le maire ne va pas forcément venir sur place faire son droit de police, déjà ça va faire. Et ça c'est intéressant, ce que tu dis Nicolas, parce qu'en plus des communes, certaines communes ont des règlements locaux de publicité, qui sont des fois plus restrictifs que l'arrêté ministériel. C'est-à-dire qu'ils proposent que ça soit éteint avant. Et donc là, il y a une double lecture, il y a un décret national et un règlement local. Donc les commerçants ont des droits, mais ils ont des devoirs aussi. Et il y a des communes, ils leur disent, les nouveaux arrivants, vous pouvez faire ça, les enseignes, vous pouvez les faire de cette façon-là. Par contre, obligatoirement, vous devrez respecter les extinctions, et si c'est pas bon, courrier de rappel. Il y avait une qui militait pas mal, des parcours nocturnes et tout ça, pour voir quels sont les commerçants qui ont toujours des trucs allumés en vitrine. Ouais. Alors en fait, il y a... Moi, je vois pour les industriels et pour les commerçants, il y a toujours des deux camps entre
Côté commerçant, c'est les agences immobilières. Voilà. Avec vous verrez, à 2h du matin, vous pouvez voir les tables. Les agences immobilières, les appartements à vendre. Allumés pour tout ça. Et puis, côté industriel, bah, c'est tout ce que tu as dit, c'est tous les concessionnaires automobiles. Donc, ça peut être intéressant si avec le BDF, on peut leur. Et c'est souvent c'est des éclairages mal orientés. C'est même pas uniquement le fait qu'ils soient éteints ou pas, mais c'est qu'il y a des projecteurs, on les prend comme des pleins phares. J'aurais une question, je reviens à un cas particulier, j'habite à une vingtaine de kilomètres d'ici, dans un petit village qui a eu, ils ont modifié toutes ils ont remplacé les lampadaires, ils ont mis les LED partout comme il faut, il y a l'extinction nocturne de minuit à 6 heures. Ma question porte sur est-ce qu'il existe des dispositifs de masquage partiel, parce que c'est un petit village qui est en flanc de vallée, les rues, donc les lampadaires éclairent vers le bas. une partie de la vallée, une partie de la montagne qui est en face. Est-ce qu'il existe un moyen de Alors, est-ce que les lampadaires, ils sont déjà vraiment tous à l'horizontale, ils éclairent vers le bas? Mais le problème, c'est que les habitants sont plus bas que les lampadaires pour certains. Ah oui, donc ils sont dans le cône de lumière qui va les éclairer. Ah, d'accord. Donc, il y a des exemples. Alors, des exemples où c'était l'inverse, où les matériels étaient mal dirigés, où il y avait des ampoules tombantes et les riverains se plaignaient. Donc, il y a des masquages qui ont été faits. Donc là, il faudrait voir avec l'entreprise qui a fait l'installation ou le syndicat qui a fait l'installation pour potentiellement mettre une petite vasque latérale qui va masquer vers le contrebas, vers les gens qui vont subir la lumière, les nuisances lumineuses. Oui. Oui, on éclaire bêtement. Ouais. Oui, surtout qu'on est dans le cadre de l'ARIS, on est sur le périmètre de l'ARIS. Oui, bah, c'est possible de faire parce qu'on va pas pouvoir modifier l'inclinaison du matériel parce que si on le met plus bas que l'horizontal, finalement on va renvoyer sur le côté, enfin, ça sera pas positif. Donc il y a la possibilité de jouer là-dessus, ouais. C'est possible, hein. Techniquement, à mon avis, c'est pas impossible, mais il faut. Les prismes qui se mettent sur les pour rediriger la ouais, ça s'appelle les paralumes. Ouais, ça a une efficacité assez. Ouais. Le canard dans la rue, ça règle le problème dessus. Ah oui, bon, tant mieux. C'est une plate. Oui, ouais. Techniquement, il y a possibilité. Donc, il faudrait se rapprocher. Alors, je sais pas comment est géré l'éclairage sur votre commune. Est-ce que c'est une délégation de service auprès d'un syndicat d'éclairage? Est-ce que c'est la communauté de communes du site qui s'occupe de l'éclairage? Ou est-ce que c'est la commune qui a sa compétence éclairage? Un syndicat d'éclairage qui s'occupe de toute la vallée du Vigan. Ouais. Bah, ça serait d'autant plus facile qu'on est dans le périmètre de l'ARIS. On pourrait leur dire, rajouter ce critère-là dans les critères de l'ARIS, de dire voilà, bon bah les sites qui sont, les points lumineux qui sont en position positive par rapport à des habitats ou des sites inférieurs, qu'on essaie de limiter les diffusions vers le bas. Mais vous êtes quand même dans une phase d'extinction nocturne. Ah oui, de minuit à 6 heures. Ah, donc votre commune, on va essayer de la faire participer à la ville et village étoilés. Dans ce cas-là, vous êtes rentré dans le critère de labellisation. C'est intéressant. On va vous laisser une petite documentation sur ce niveau-là. Mais oui, ça, c'est les problèmes, ce qu'on appelle les cônes de lumière. Donc, la lumière, elle est diffusée vers le bas, mais elle va toujours aller à un endroit. Donc, certains constructeurs font des matériels pour que la lumière partant en avant vers la zone utile, hein, pour éviter d'éclairer bêtement l'arrière du lampadaire, qu'on éclaire que la route ou le trottoir. D'ailleurs, à ce sujet-là, si on a 11 millions de points lumineux en France, donc il y a à peu près la moitié, c'est pour éclairer les routes. Alors que les voitures, elles sont équipées d'un éclairage. Donc, on pourrait déjà beaucoup limiter la casse en les extinctions nocturnes. Pourquoi pas sur les routes, ok. Dans les centres-villes où il y a une vie nocturne, eh bien, on fait une extinction nocturne différenciée. Hein. S'il y a un restaurant, on va couper, au lieu de couper à 23h dans les lotissements périphériques, on va couper après la fin de l'activité nocturne. Et tout le monde y trouve son compte. Hein. C'est pas on impose un blackout à tout le monde, c'est pas du tout l'esprit. Hein. C'est d'avoir un éclairage raisonné et intelligent. Une question, dans le cadre d'une labellisation, du coup, j'imagine que c'est pas juste déclaratif, vous faites aussi des contrôles sur place. Tout à fait. On peut faire des contrôles à distance satellitaire, on peut faire des contrôles avec des logiciels de cartographie, style des caméras qui se déplacent dans la rue, c'est toi ce que je veux dire. On peut voir l'évolution du parc d'éclairage, que l'avantage c'est qu'il y a un historique. On voit les matériels qui sont installés, et les gens disent « Ah ben non, moi j'ai des lampadaires comme ça. » Non, vos matériels, ils sont comme ça exactement, voilà. Et puis, on peut faire un contrôle visuel. On a nos correspondants locaux ou des adhérents de l'association
qui, eux, vont pouvoir contrôler, si besoin, faire des photos, ou on peut demander carrément au contact, parce que quand la commune participe à la vie des villages étoilés, on demande le contact de l'élu, hein, le maire ou madame le maire, et un référent spécifique au label. Donc c'est cette personne-là qui sera la porte d'entrée. Voilà. Et après, on peut lui demander, bah, faites-nous une photo de tel endroit pour voir de quoi il s'agit exactement. Bon, généralement, on n'a pas trop besoin, mais ça peut arriver. D'ailleurs, on leur propose un cadre d'expression libre où ils peuvent détailler toutes leurs pratiques. Puisque c'est aussi des pratiques en rapport à la biodiversité. On a vu l'aspect technique pur, mais aussi il y a des questions sur la partie biodiversité. Est-ce que la commune pratique des activités type nuit de la chouette, nuit de la chauve-souris, nuit des étoiles? Est-ce que des rassemblements d'astronomie? Est-ce qu'il y a des activités particulières sur la biodiversité? Est-ce qu'ils ont fait je vous ai parlé des atlas de la biodiversité communale. Donc ça, c'était initié par l'Office français de la biodiversité pour faire des études d'impact des espèces nocturnes. Donc souvent, on va utiliser des espèces traceurs, chauves-souris, batraciens. Surtout les chauves-souris, c'est plus facile avec les ultrasons. Et donc, ça permet de déterminer la qualité de nocturne, la qualité de la trame nocturne. Donc ça, voilà. Donc la commune peut référencer toutes ces actions. Et puis certaines communes vont nous raconter qu'ils ont fait une opération zéro pesticide, qu'ils ont fait des refuges LPO. Enfin voilà, ça ne va pas nous conseiller directement, mais ça veut dire qu'ils ont quand même une volonté d'action environnementale aboutie ou volontariste. Alors que certains, non, ils restent assez muets. Mais bon, c'est un travail de recensement, un travail de détail, hein, faut rentrer dans le détail, et puis c'est nécessaire, parce que nous, sinon on n'aura pas on pourrait leur demander combien de lumens vous injectez dans l'environnement, mais ça, c'est trop compliqué pour eux. Donc on reste sur des termes de puissance lumineuse en watts. Voilà. Bon, bah s'il n'y a pas d'autres questions, on peut dire qu'on a terminé notre intervention. Merci bien. On a de la documentation à votre disposition, si vous voulez.